sur Clic Info et si vous ne pouvez pas deviner exactement dans quel environnement nous sommes, eh bien je vais vous le dire. Nous sommes à la boulangerie Éric Kayser à Uccle, dans le quartier de la Bascule, et nous allons parler pain. Alors quand on parle de chaîne, on a l'impression qu'on parle industrie, mais c'est pas tout à fait vrai. Un artisan boulanger eh bien, peut avoir 10 ou 15 magasins dans le monde et il reste un artisan. Et c'est donc notre invité, Michael Marc, qui va vous expliquer tout cela. Donc voici où tout démarre dans notre boulangerie et dans dans toutes les boulangeries Kayser dans le monde, qu'on soit à Paris, à Tokyo ou à Washington. Donc tout vient d'ici où cette machine s'appelle le fermento levain, inventé en partie par Éric Kayser il y a une trentaine d'années. Oui, donc il a vraiment créé un levain bien particulier qui est le sien, qui est vraiment sa signature. Il y a son levain particulier, mais en plus il y a la machine pour l'entretenir. Donc le levain, c'est une invention ultra moderne qui date d'il y a 6000 ans, qui était inventée par les Égyptiens, mais qui était tenue dans des bols en bois ou en terre cuite à l'époque. Et puis les ancêtres des boulangers de l'époque travaillaient leur levain manuellement avec leur cuillère, essayer de le maintenir au frais ou au chaud, et en Égypte on imagine ce que ça peut donner, afin que le levain reste toujours vivant et toujours en expansion. On peut rappeler ce que c'est le levain, peut-être, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce petit mot, ils l'entendent parce que ça leur parle levure, mais c'est des cousins, mais voilà. Vous pouvez expliquer peut-être. Alors le levain, c'est d'abord une matière qui est vivante avant tout, qui connaît des périodes de croissance, des périodes de décroissance, des périodes de vie, de sommeil, et d'expansion. On le voit assez facilement ici à l'intérieur. Si on observe ce levain, on va voir de temps en temps, surtout dans cette partie ici, des petites bulles qui se créent. C'est ce qu'on appelle la pousse du levain en fait. Exactement, la pousse du levain. Et donc avec la chaleur, le levain va croître, se développer, va avoir un dégagement gazeux qui va lui permettre de pouvoir, au contact de l'air, se nourrir et augmenter. Cette machine, en fait, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ses ancêtres égyptiens? C'est qu'elle peut réguler la croissance du levain par des cycles de chaud, de froid et par un système rotatif qui va casser le côté gazeux qui se forme et éviter que le levain se développe de manière trop importante. Nous avons eu un jour une panne de courant dans cette machine et on a récupéré du levain à 6 mètres d'ici. Parce qu'en une nuit, le levain a gonflé et s'est projeté partout. C'est la BD, quoi. C'est carrément le cartoon, la bande dessinée. C'est le blob, hein, oui, des années 50. C'est la machine infernale. Dur à gérer, par contre. Dur à gérer, mais pas avec ceci. Ça permet de simplifier la vie du boulanger qui, avant, devait entretenir son levain, quasi partir en vacances avec lui pour pouvoir le tourner sans le perdre. Avec ceci, il peut laisser son levain tourner, on le programme comme on veut, on programme la température, on programme les déclenchements avec les hausses de température afin que le levain se développe. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, nos boulangers ouvrent cette petite vanne qui est en dessous, récupèrent le levain sous forme liquide et l'incorporent dans les farines qu'ils ont préparées. Donc ça signifie que cette machine-là est de manière totalement indispensable dans toutes les boulangeries Kayser dans le monde. Oui, c'est ce qui permet aussi de créer du pain artisanal dans des petits endroits ou dans des boulangeries de quartier. Sinon, il faudrait avoir une machine beaucoup plus importante dans un centre de production quasi industriel pour pouvoir en faire. Ou alors rendre complètement invivable la vie du boulanger. Donc cette machine-ci, il y en a une dans chacune des boulangeries Kayser du monde. Il y en a dans la plupart des boulangeries artisanales de bonne qualité qui travaillent au levain. Donc grâce à cette machine, on a pu retrouver à nouveau dans les boulangeries de quartier une qualité de levain qui se rapproche le plus du levain totalement naturel à l'ancienne. Ça a permis, il y a 30 ou 40 ans, de redévelopper complètement les boulangeries artisanales. La France, à ce moment-là, était à un niveau de production de pain tout à fait local, à peu près ce qu'était la Belgique il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, où on se plaignait qu'en Belgique on n'arrivait pas à avoir du bon pain. Ce genre de produit, cette technologie, a permis d'apporter dans des petites infrastructures une qualité de production qui était tout à fait locale, mais aussi de pouvoir produire beaucoup plus de pain qu'on a auparavant. Ceci doit faire 60 ou 70 litres à peu près de levain. Ah oui, quand même. Oui. Donc ça permet de voir assez régulièrement et de l'entretenir, d'en avoir en stock
Qu'est-ce qui se passe simplement? C'est quand on a pris un peu de feu, eh bien, on renourrit ceci avec de l'eau, avec de la farine. Dans notre levain, on met du miel, on met de la pomme également. Ah oui. La souche que nous employons est exactement la même que celle qui était utilisée la toute première rue Monge il y a 30 ans à Paris par Éric Kayser quand il a ouvert sa première boulangerie. Sa boulangerie personnelle. Ça, c'est la fidélité à Kayser. Voilà. C'est un peu la marque de fabrique. Nos boulangers sont allés sur place, mais dans une petite bouteille plastique, le levain, il y en avait à peu près ça. On l'a ramené en voiture jusqu'à Bruxelles, on l'a remis dedans, on a nourri pendant une semaine notre levain afin de le faire grandir et croître. Et puis, il est devenu notre souche personnelle, mais c'est exactement la même base. C'est une fontaine éternelle, en fait, le levain. Voilà, c'est la cour de Jouvence. Tout à fait. Moi, je me souviens que mon grand-père, qui était maître pâtissier boulanger, il avait son levain et c'était comme du lait sur le feu. C'était sa hantise tout le temps et c'était pas une grande quantité. Mais j'étais fasciné par le fait qu'il me disait toujours, mais c'est le même qu'il y a 10 ans, tu sais. Et je ne le croyais pas trop. Mais en fait, si. Et c'est demandé un travail dingue de pouvoir le permettre de le laisser continuer, vivre, se développer. Ah oui. On ne se rend pas compte, mais du levain, ça peut tomber en sommeil. Si on le prend et qu'on le met dans le bas de son frigo, il s'endort peu à peu, il ne croît plus, on le ressort, on le remet à l'air, on remet un petit peu de produits pour l'alimenter, il se nourrit et il redémarre sa vie. Ouais, tout à fait. Alors s'il gèle, évidemment, je crois qu'il meurt. Mais... Donc c'est une matière qui est tout à fait vivante. C'est à partir de ceci que ça se développe, mais le gag est que dans toutes les boulangeries Kayser qu'il y a dans le monde, les boulangers sont venus chercher à la rue Monge leur souche afin de... Ils sont allés à la source. Voilà, exactement. Et ça a permis à cette particule de se développer un petit peu partout et d'essaimer. Donc ça permet vraiment de... Comme c'est la signature d'une base de pain, finalement, c'est vrai que s'il y avait 500 magasins Kayser dans le monde, il faudrait que les 500 boulangers viennent d'abord à Paris, rue Monge, chercher leur petit truc à la source, repartent dans leur pays et ils sont sûrs de faire du pain Kayser. Alors il faut aussi la formation. Hein. On va y venir, mais la base est là. C'est la même base dans le monde entier. La souche est exactement la même. Donc ce qui change, c'est les farines suivant les pays. Alors ici en Belgique, on a la chance, Paris n'est pas très loin, donc on bénéficie de leur cahier d'achat. Et toutes nos farines viennent de France et sont exactement les mêmes farines que ce qu'on va retrouver à Bourse ou à la Défense, dans les boulangeries Kayser, même à Avignon par exemple. Donc on n'a pas cherché midi à 14h, ils ont des farines de qualité qui sont éprouvées, on prend exactement les mêmes. Bien sûr. Ce qui change par rapport à la France, c'est simplement l'eau, qui n'est pas exactement la même, et on a une machine ici afin de pouvoir travailler l'eau et de l'avoir la plus pure possible, avec un beau degré d'équilibre dans l'eau, essayer d'éviter de l'avoir avec trop de déchets ou de... Oui, c'est d'ailleurs un problème qu'un de vos concurrents a rencontré lorsqu'il s'est installé à New York la première fois, je crois, c'est le pain quotidien, et qui s'est rendu compte que les farines étaient différentes, que l'eau est différente, ben, du coup ça faisait un pain différent. Donc c'est difficile alors de s'adapter à un pays et de respecter, de faire du pain Kayser quand on est, je sais pas, en Chine, et qu'on n'a pas du tout la même eau, les mêmes farines. Alors ça prend énormément de temps. C'est une adaptation alors à faire. Oui, mais ça prend aussi beaucoup de temps en amont pour trouver des fournisseurs. Donc on ne vient pas simplement avec l'idée, on va ouvrir une boulangerie, on amène des boulangers où on les forme et on va exporter de la farine. Il y a un travail sur place. Oui. Et c'est l'avantage d'être dans un groupe artisanal mais de grande taille, c'est d'avoir un spécialiste qui va sur place et pendant 2 ans va commencer à chercher, trouver les fournisseurs, trouver les produits, s'adapter aussi. On ne mange pas un croissant en Belgique comme on le mange à Tokyo par exemple. Et donc il faut s'adapter aussi au goût de cette manière-là. Pour l'eau, pour la farine, eh bien, il faut essayer de trouver aussi ce qui se rapproche le plus. Alors aux États-Unis, ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans est tout à fait différent de ce qui se passe maintenant. Je ne suis pas un spécialiste de ce marché, mais j'ai entendu aussi les problèmes qu'avaient trouvé différents fournisseurs. L'agriculture américaine a fortement changé entre-temps, et eux aussi sont passés au bio ou à l'agriculture raisonnée. Ce n'est pas la majorité de leur production, mais on trouve quand même des produits de qualité, des farines de qualité, à la taille des États-Unis. Mais maintenant, comme vous le disiez, les critères qualitatifs augmentent un peu, même là-bas, j'allais dire. Oui. Kayser a ouvert une dizaine de boulangeries à New York où la qualité est vraiment très très bonne, mais il a fallu vraiment plusieurs années pour ouvrir, rien que sur l'approche technique, produits et autres. Je ne parle même pas de la difficulté de trouver un immobilier de qualité à un prix qui n'est pas totalement indécent.
et d'avoir un pain de qualité. Les formations du personnel, ça c'est important, donc tous les boulangers qui travaillent chez Kayser sont formés chez Kayser. Donc chaque boulanger dans le monde qui est un boulanger estampillé Kayser suit une formation à l'université Kayser, entre guillemets. Oui, tout à fait. Un vrai centre de formation. Alors, c'est pas un centre de formation, il est en boulangerie à Paris et il fait le tour de 2 ou 3 boulangeries différentes. Puisque chacune ont un petit peu leur spécificité, ou en tout cas on fait plus un pain d'un côté que d'un autre, et donc ça permet de tourner un petit peu et de travailler davantage là-dedans. Mais les boulangers asiatiques ou américains ou anglais, puisque... Ils ont une culture très différente de la nôtre à la base du pain. Oui, mais d'abord 80% des produits qui sont consommés dans des boulangeries Kayser dans le monde sont des produits totalement français. Les gens veulent cet exotisme-là. Le pain français, oui, il y a cette connotation. Mais par contre, c'est un produit qui est beaucoup plus un produit de luxe dans ces pays-là. Donc, un Français trouve que le pain en Belgique est totalement exorbitant. Aux États-Unis, on pourrait trouver des baguettes à 5 €. Ça choque personne. Voire 10 ou 12 € au Japon. Et là, donc, la culture et la raison de rentrer dans le magasin est tout à fait différente. Oui. C'est vrai que le côté, chez nous, le pain est un produit quotidien, et dans beaucoup d'autres pays, c'est un produit de luxe, et donc on a le plaisir d'aller l'acheter, le choisir, etc. Ça fait partie du plaisir que ces gens trouvent, alors que nous, le matin, on pousse la porte de la boulangerie, on achète nos croissants ou notre pain, et puis on rentre à la maison, c'est banal. Oui. Et on ne mange pas, aussi on parlait de viennoiserie, eh bien, au Japon, par exemple, Kayser a dû développer des croissants qui ne s'effritent pas, parce que les Japonais détestent d'avoir des miettes qui tombent partout. Ils sont un peu plus petits, ils se mangent en 2 ou 3 bouchées, et puis après il faut mettre du thé matcha dedans. Donc on s'adapte aussi partiellement à la demande locale et aux us et coutumes qu'on peut trouver. Mais c'est chouette parce que finalement ça augmente aussi la gamme, et ça vous permet d'avoir dans le catalogue Kayser en fait des trucs vraiment signés par rapport à la position géographique du magasin. C'est plutôt sympa ça finalement. Tout à fait. Quand Eric est venu à l'ouverture du magasin ici, on avait fait un crème qui est un craquelin. Qui est quand même typiquement de chez nous ça. Voilà. Et à Paris, ils ne connaissent pas du tout ça. Et sur un sous-boc, notre boulanger a fait la recette, et cette recette est partie, on va peut-être la trouver à New York dans 6 mois ou 8 mois. Voilà. Donc la Belgique laisse aussi sa petite trace dans un groupe français, c'est bien. C'est toujours un groupe français, Kayser? Parlons un peu économie. Alors, la marque Eric Kayser est toujours une boulangerie française, toujours située à Paris. Dans le développement mondial, comment s'est développé le groupe? Eric a été contacté par un Japonais, quasiment au début du lancement de sa carrière de boulanger. Et ce boulanger, cet investisseur japonais était passionné par le pain français et a demandé d'en ouvrir au Japon. Et ils ont ouvert des boulangeries au Japon en joint venture entre Eric Kayser et ce japonais, ce qui fait qu'il y a 32 boulangeries Kayser au Japon, il y en a 20 à Paris. Donc il y a plus de boulangeries Kayser au Japon qu'en France, ce qui est un peu égal. Et puis au fil des rencontres, donc Eric Kayser est encore un artisan, il donne encore beaucoup de cours, fait beaucoup de présentations. Quand il vient ici, il met son tablier de boulanger et travaille avec les boulangers. Ce n'est pas qu'un homme d'affaires. Comme il dit, le fait d'avoir un goût plus important, ça lui permet de faire ce qu'il aime maintenant et de se concentrer sur. Et donc, il va encore développer les marques partout. Et le développement ne va pas se faire de manière industrielle et mécanique, avec un modèle où on revend des licences. À Londres, par exemple, c'est une détention propre. Eric Kayser, c'est un peu sa danseuse. Il voulait une boulangerie à Londres, à Baker Street. Donc il y en a qui restent à lui. Baker Street, c'est drôle, évidemment. Il fallait bien qu'il y en ait une là-bas. Ah, c'est bien, il n'y a pas un célèbre détective qui habite tout près. Il paraît que c'est une rue qui est... Peut-être qu'il se fournit chez Kayser. Hein. Mais donc il en a à lui encore, vraiment qui sont à lui. Oui. Et je crois que quasiment la moitié des boulangeries dans le monde sont en propre. Une partie sont en joint venture, d'autres sont sous forme de licence. C'est au feeling et à la rencontre qui Et vous êtes donc, on est bien clair, ici on est à Bruxelles, on est à la Bascule, à Uccle, et vous êtes bien le propriétaire d'une boulangerie Kayser, donc vous c'est sous forme c'est comme une franchise en fait. Voilà, j'ai acheté la licence pour la Belgique, et 100% du capital de Kayser Belgique est belge. Et cahier des charges, j'imagine, super précis. Donc Michel, je parlais de cahier des charges, et c'est avec une intention bien précise dans mon esprit, qui est cette question que tout le monde se pose:
Parce que c'est vrai qu'en général, quand on dit « Oui, mais je fais partie d'une chaîne, j'ai un magasin, il y en a 45 dans le monde, mais je suis artisan. » Ça coince chez beaucoup de gens. Et les gens se disent « Mais comment est-ce qu'on peut être artisan quand on a 45 ou 50 magasins dans le monde ?» Probablement que dans leur tête, artisanat égale tout petit atelier, tout petit magasin, je fais tout seul de mes propres mines. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça à nos internautes pour leur expliquer qu'on peut être artisan, boulanger, comme c'est le cas chez Kayser, dans tous les magasins Kayser, malgré le fait que ce soit une chaîne. Comment on explique ça? Alors, il y a une différence entre le mode de production et le fait d'avoir le même nom. Donc ici, nous sommes dans un fournil qui fait 45 mètres carrés en poussant les murs au maximum. Oui, c'est pas grand, hein. C'est ce qu'il y a autour de nous, c'est tout. Exactement. C'est plus petit que le magasin. C'est beaucoup plus petit que le magasin. Alors, on a un non-sens économique puisqu'on fait un travail manuel sur place en utilisant des mètres carrés qui sont perdus pour la partie commerciale. C'est vrai que ce serait beaucoup plus intelligent de prendre un zoning industriel, d'avoir une chaîne de montage très forte. Mais ce n'est pas la volonté. La volonté, c'est d'avoir... Il n'y a pas d'usine. Vous jurez, il n'y a pas d'usine cachée quelque part, Anderlecht, machin. Malheureusement pas, ce serait beaucoup plus rentable. Non, non. Nous avons ici 3 boulangers qui se relaient jour et nuit pour pouvoir travailler, qui préparent à partir de 2 h du matin les pains, pas pour le jour même, mais pour le lendemain, puisqu'on est en pousse lente, donc 16 h à 18 h minimum de temps de repos. On rigole chez nous en disant que les boulangers... On respecte le levain et les pâtes. Tout doucement. Elles ont le temps de pousser. On dit que les pains chez nous dorment plus longtemps que les boulangers. Ce qui est vrai. J'ai un ami boulanger, Olivier Hayet, je le salue au passage d'ailleurs, qui est tout seul dans sa boulangerie artisanale. C'est un travail de fou. Un travail de dingue. Oui. Et donc ce serait beaucoup plus intelligent économiquement d'avoir une zone de production où on fait 1000 ou 2000 pains dans le coup, mais ce n'était pas la volonté du tout. C'est là qu'on devient plus artisan, une fois qu'on usine les choses, qu'on automatise? Je crois qu'il y a une automatisation. Alors il faut pas rejeter la technologie parce que bien comme sûr, on l'a vu au XXe siècle. Voilà, comme on l'a vu sur la machine au levain, ça rendrait le travail complètement absurde. On a des chambres de pousse qui permettent de réguler davantage la pousse du pain et le développement du levain. On ne va pas retourner au Non, mais les gestes techniques restent vraiment faits à la main par des boulangers. Exactement. Est-ce que si je fais une formulation en disant, je prends Kayser parce qu'on parle de Kayser aujourd'hui, mais on pourrait l'élargir, je suppose, à d'autres, est-ce que si je dis que même s'il y a une chaîne de 50 magasins dans le monde comme Kayser, Kayser reste composé de 50 magasins dans lesquels il y a plusieurs artisans boulangers qui travaillent à chaque fois? Il y a systématiquement, alors c'est pas 50, hein, il y a plus de 200 magasins dans lesquels il y a à chaque fois, alors quasi à 99%, des boulangers, un chef boulanger, un adjoint, des apprentis, puisque la formation et la transmission de la connaissance est importante, qui font le pain pour le point de vente sur lequel ils sont situés. Alors je dis à 99% parce que si demain on me présente une boutique de 40 mètres carrés où je ne sais pas mettre de four, qui est pas mal située et sur lequel je peux livrer d'ici du pain voilà, à 1 km, 1 km et demi, je sauterai dessus. Mais je ne vais pas, en étant à Bruxelles avec un fournil ici, aller faire du pain à Anvers, fournir du pain à Anvers ou à Mons ou à Liège. Si on doit le développer là-bas, puisque la licence est belge, on créera un fournil là-bas, dans un endroit situé avec suffisamment de place pour pouvoir mettre le matériel qu'on a ici, qui représente un investissement assez important. Ces machines sont très coûteuses. Oui, et qui sont technologiquement bien avancées. Le four qu'on a ici est une merveille de technologie. Il est là devant mon nez, ce sont des grosses machines. Hein. Mais on n'est plus à avoir un four à bois où le boulanger doit choisir l'endroit où il va mettre son pain. Oui, il faut vivre avec son temps. Exactement. Et si jamais, ça c'est peut-être important, vous parliez de transmission, moi c'est quelque chose qui me concerne beaucoup aussi, ou je me sens concerné plutôt. J'ai 18 ans, 17 ans, ou vous plutôt, vous avez 16, 17, 18 ans, vous avez envie de devenir boulanger, mais vous ne savez pas trop ce que c'est. Mais on vous a dit que c'est un métier extrêmement difficile, où on ne dort pas beaucoup, où on sacrifie beaucoup sa vie privée, ce qui je crois est vrai. Alors comment on peut faire un gamin qui a 17, 18 ans, ou une jeune fille qui nous regarde et qui se dit « Merde, moi j'ai envie de faire ce métier, est-ce qu'il peut venir vous voir, vous demander des explications, est-ce qu'il a une chance de trouver un stage, je ne sais pas, comment ça marche ?» Alors, il faut d'abord savoir que... Parce que c'est un métier dur, il faut bien leur rappeler ça. C'est un métier dur, c'est un métier pénible, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Moi j'ai énormément d'admiration pour les boulangers que nous avons ici. C'est clair. Ce sont des artisans et des artistes.
mais en même temps, c'est des gens qui ont un sens du sacrifice, qui sont des vrais passionnés de ce qu'ils ont. D'abord, c'est un métier qui est très très demandé. Les bons boulangers trouveront toujours. Très demandé au niveau, il y a de l'offre. Oui, il y a de l'offre. Donc, c'est un métier où on ne se retrouvera pas bouché, bouché dans une carrière, ainsi de suite, si on est bon et voilà. Donc ça, c'est certain. D'abord, c'est un métier qui demande de multiples compétences si on veut évoluer dedans. J'ai de l'admiration pour les boulangers qui, eux, tiennent eux-mêmes leur boulangerie, qui doivent à la fois faire du commercial, à la fois de la comptabilité. Oui, voilà, c'est comme l'ami dont je vous parlais tout à l'heure. Il est dans le bras dans le wallon, mais son petit magasin, je crois que maintenant il a une vendeuse, mais je l'ai vu, moi, commencer seul, faire ses tartes, couper les fruits la nuit, faire les tartes aux fruits, puis préparer ses pains, préparer ses petits pains avec un four qui, je me souviens, était pour lui un investissement énorme. Et il avait 22 ans, je crois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est courageux de se lancer comme ça, parce que c'est renoncer à sa vie perso. Il faut se rendre compte qu'un boulanger de 22 ou 23 ans a déjà 7 à 8 années professionnelles, alors que la plupart des autres on commence très jeune. On commence à 14-15 ans. Et donc il faut aussi, c'est un de ces métiers dans le RECA où on travaille quand les autres s'amusent. Donc les soirs de Noël, les genres de choses, c'est quelque chose... Noël, Nouvel An, Saint-Valentin, tout ça, c'est un petit peu... Mais est-ce que vous avez assez de jeunes qui veulent rentrer dans ce milieu, dans ce domaine? Oui, mais on n'en a jamais assez. Donc on voit les périodes de demande de stage où ça afflue. Souvent, ils s'y prennent tard pour venir demander les stages. Un petit message, si vous êtes étudiant en boulangerie, faites-vous connaître en frappant à la porte. Quelle période de vous dire, tiens, est-ce que vous auriez un stage pour moi cette année, quand ils sont à l'école? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent en septembre quand on leur dit qu'il leur reste encore une semaine ou deux pour trouver le stage, par exemple. Donc, il faudrait qu'ils viennent vous voir en prévoyant ça à la fin de l'année scolaire précédente. Oui, mais viennent vous voir vers mai-juin. Notre porte est toujours ouverte. Notez, oui, toujours ouverte pour des stagiaires. D'abord, économiquement, c'est bon pour nous. Bien sûr. Ne vous éloignez pas trop. Parce il y a toujours du travail à leur proposer, même avec une expérience qui est relativement faible. Il y a des choses plus simples à commencer. Et puis, on voit ce qu'on fait dans la boulangerie, ce que les plus vieux et les plus expérimentés font. Mais comme nous, ici, nous avons la plupart des produits qu'on trouve dans une boulangerie classique, que ce soit des brioches, que ce soit des pains viennois, que ce soit des craquelins, des petites choses sympas, craquelins, cramiques. Oui, des financiers. Donc il y a moyen d'apprendre par les choses de base, faire des cookies et voir comment ça se passe pour une boutique comme ici de A à Z. C'est aussi quelque chose d'intéressant, tout en étant dans un environnement professionnel déjà de haut niveau. Et si j'ai 17-18 ans, que je ne suis pas du tout étudiant, que je m'emmerde à l'école, soyons clairs, normal, au lycée, collège, je suis perdu dans les notions de lycée, collège, entre la France et la musique, maintenant je ne sais plus comment on dit, à l'école, voilà, de toute façon plus, et que j'ai 16-17 ans, que je suis à l'école, et puis tout d'un coup ça me prend, je me dis, mais moi j'ai envie de devenir boulanger, ou quelqu'un qui n'est même plus à l'école. Est-ce que lui aussi peut venir vous trouver sans avoir ce cursus scolaire, sans avoir, je sais pas, une carte d'étudiant? Est-ce qu'il y a des lois qui alors lui interdisent de venir proposer ses services? Ou est-ce que n'importe qui peut venir vous dire, si vous sentez qu'il est passionné, peut vous dire, Michael, moi j'aimerais bien, est-ce que je peux? Oui. Alors nous, on demande systématiquement d'avoir un diplôme. Ça c'est certain, parce qu'il y a des questions de responsabilité. Il y a aussi un travail de base, de formation à donner. Nos boulangers fonctionnent un peu comme dans le compagnonnage, en continuant à nourrir et à développer la formation de chacun, mais on ne va pas faire l'école, on ne va pas se substituer à l'école. Par contre, juste avant de se rencontrer, j'étais avec quelqu'un qui était ici, qui a fait Sciences Po, qui était informaticien, et qui a suivi des cours du soir peu à peu, et qui a bifurqué à 180 il a changé, oui, ça c'est qui a 33-34 ans, et qui pourrait commencer peut-être dans une semaine ici. Donc les profils que l'on voit maintenant dans ces métiers-là sont des gens qui réorientent leur carrière, qui étaient plutôt orientés université, intellectuelle, métier de bureau traditionnel, et qui veulent mettre un sens différent dans leur vie, et eux veulent par contre revenir vraiment à la base de la base et revenir dans des boulangeries artisanales, redévelopper ce métier, cette intelligence de la main. C'est ce que j'allais dire pour presque déjà conclure, parce que je ne vais pas vous garder toute votre journée de travail. C'est déjà très gentil de nous recevoir là en pleine journée. Justement, on parle de cœur de métier, donc cœur. On dit beaucoup que la boulangerie, c'est quelque chose de très sensuel, de très tactile. Est-ce que c'est ça qui fait que des gens qui sont peut-être dans la finance, vous aussi, vous avez fait des hautes écoles, etc., vous avez été dans la finance,
Est-ce que quand on est dans un monde peut-être par trop compliqué ou chiffré, etc., est-ce qu'à un moment, on n'a pas envie de tomber amoureux d'un métier comme celui-là, un peu sensuel, un peu basique? C'est quoi? C'est un retour, un espèce de retour aux sources? Ça correspond à une philosophie de vie qu'on sent tout doucement revenir, tout ce qui est local, machin, etc., durable. C'est dans cette démarche? Je crois que c'est une quête de sens que notre génération est en train de découvrir, et la génération qui suit derrière de manière encore plus importante, et sens en deux points de vue. Sens au point de vue du mot sensuel, de se toucher, de Ils cette le disent tous, odorat. hein, que c'est très sensuel. Exactement, et on travaille C'est tactile. Quand Et l'odeur. on soulève le couvercle du levain, on a toute cette richesse olfactive qui vient et qui se développe. Quand on ouvre une baguette, on sent l'ensemble des arômes qui viennent. Et Puis on qui l'entend aussi. Elle chante, hein, la baguette. C'est sûr, hein. bien sûr. Et puis il y a aussi le sens, au point de vue plus philosophique du terme, de ne pas faire un métier où on ne voit finalement pas son aboutissement, où on n'est plus maître quelque part de son destin, et où on remplit sa vie avec quelque chose de différent. C'est vrai que moi j'ai pour souvenir, j'ai été privilégié un petit peu, mais j'habitais sur la place d'Ohain à Lannes, où il y a un célèbre boulanger et pâtissier qui s'appelle Michel, qui est extraordinaire, et j'avais la chance d'habiter la maison juste à côté. Donc il nous mettait toujours derrière la porte nos petits trucs le dimanche matin, et je ne devais pas faire la file, et parfois il le passait par la haie du jardin, mais quand il faisait ses fournées, on était à 6-7 mètres, le jardin était juste à côté, ça embaumait le pain, mais ça ce sont des choses dont on se souvient toute sa vie. Ça fait partie aussi de la sensualité d'un métier, tous ces parfums, ces bruits qu'on peut entendre, comme vous le dites, là, ça chante, une baguette quand elle sort du four, ça chante, donc tout ça c'est normal que quelqu'un qui est dans une vie hyper stressée, tout d'un coup se dise, moi je veux revenir à quelque chose, comme le monsieur que vous avez vu tout à l'heure, de plus proche de mes racines. Oui, et assez curieusement, avec un travail beaucoup plus dur. Hein. Les gens Ah oui, il sera abandonnent moins confort que dans son bureau. le 7 à 8 heures de bureau avec les avantages qui y sont liés vers plus d'heures de travail. Donc c'est une génération qui est aussi courageuse, hein, quelque part, mais qui se nourrit intellectuellement et même physiquement différemment. C'est un retour quelque part à l'essentiel peut-être. Bah, c'est un peu rassurant, on va dire, hein, au milieu d'un monde un peu fou, un peu trop industriel et technologique. Peut-être qu'un jour on enverra du pain sur Mars, il faudra en parler à Elon Musk. À mon avis, ça va poser des problèmes techniques, mais ça doit être faisable. Hein. Alors, on va presque conclure là, mais je voudrais quand même que Michael, vous nous expliquiez en 2 mots ce qu'est le magasin Eric Kayser ici à Uccle, puisqu'il n'y a pas seulement la boulangerie, il y a le comptoir boulangerie où il y a plein de pains magnifiques. Vous avez un pain mensuel, donc tous les mois il y a un pain bien spécifique. Sur le site internet, je pense qu'on peut le découvrir à chaque fois. Mais il y a aussi, on peut s'asseoir à une table, on peut grignoter un petit gâteau, le midi aussi. Donc expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait de ce magasin finalement. En fait, on en a fait un lieu de vie qui évolue en fonction de la journée. Donc, c'est un magasin qui est fermé 4 à 5 heures, enfin le magasin et le fournil est fermé 4 à 5 heures sur 24. Les lieux sont éteints 4-5 heures. Oui, l'électricité tourne bien ici. Les boulangers ouvrent la journée à partir de 2 ou 3 heures du matin. Nous sommes ouvrants à 7h30 et là on a une boulangerie tout à fait classique qui propose des viennoiseries, les croissants, les pains au chocolat, le petit café à emporter ou prendre sur place avant. Donc je peux m'asseoir, prendre vite un petit café avec mon petit croissant le matin. Voilà, et avec une formule tout à fait parisienne, hein, le croissant, le jus d'orange et le café. Et puis vers 11h, 11h30, nous avons quelqu'un qui prépare des sandwichs et des salades sur place. Comme on a la chance d'avoir notre propre pain, eh bien, nous fait nos sandwichs, on les accorde avec les ingrédients qu'on veut mettre dedans. Donc, avec par exemple de la rosette de Lyon, on va prendre un pain. C'est bon, la rosette de Lyon, on dit un peu plus par ici. On va faire des sandwichs au thon avec un pain qui va être plus au sarrasin. Et on va Ça, c'est utiliser... très belge. Hein. Les salades de. Ça, c'est très, très typique de chez nous. On fait des soupes aussi, parce qu'il n'y a rien de meilleur qu'une tranche de pain, Ah, un bah bon oui, beurre et bien une sûr. soupe. Donc, Avec du bon beurre. Hein. Avec Vous avez raison. Le matin, boulangerie traditionnelle. À midi, le Petit snack lunch. du boulanger. Donc on fait même, nos boulangers préparent des pâtes à pizza, mais de boulanger, c'est-à-dire plus épaisse, assez aéré. Ah ouais. Et puis à partir de 2h30, 3h, on devient un salon de thé et on va développer, on va manger nos petits biscuits de voyage, nos cookies, des petites brioches. Un succès ou des- Kayser. Vous allez voir les images où vous les avez vues dans le montage d'avant, je ne sais plus. Mais le petit succès, le petit truc carré, c'était très très bon ça aussi. Et puis on profite de la vie jusqu'à 7h30 et on a fin de journée les gens qui viennent chercher leur pain pour retourner chez eux et éventuellement pouvoir profiter d'une bonne baguette le soir. Vous êtes un entrepreneur heureux?
Oui, là, très heureux. avec des projets? Oui, le but est de... Sans dévoiler, avec des projets encore? Oui, oui. Alors, je reste... on a pour l'instant une étude qui est assez avancée sur une seconde boulangerie. Simplement, c'est qu'il y a des soucis urbanistiques et administratifs. Oui. Des soucis administratifs à Bruxelles. Mais c'est étonnant, ça, quand même. Et nous étudions aussi un point de vente, purement point de vente, que la boutique pourrait fournir dans les 2 km, 3 km autour de la boulangerie. Et donc ce sera un endroit classique. On va chercher sa baguette, sa tour de meule et ses croissants le week-end. Donc oui, l'envie est d'en créer 5 à 6 dans les 6 prochaines années. Merci beaucoup, Michael. En tout cas, pour l'instant, il n'y a qu'un seul magasin Eric Kayser à Bruxelles et c'est à la bascule. Alors, c'est un peu compliqué pour s'y rendre, Uccle, etc. Parking, c'est pas facile, mais il y a les trams, il y a des bus, il y a les trams. On peut se garer quand même, malgré tout. C'est juste tout près de la chaussée de Waterloo. On est tout près du Nueva Buenos Aires, dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez le pain, venez ici à la bascule, chez Eric Kayser. Peut-être que vous rencontrerez Michael ou pas, ça dépendra s'il est là, mais il aime bien raconter ce qu'il fait. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire que ce sont des gens de passion. À la prochaine fois pour un nouveau producteur, et j'ai entendu parler d'un producteur belge de whisky, il se pourrait bien qu'on aille y faire un tour bientôt.